Donc bonjour, je suis Léa Delso, je suis chef du service agriculture et forêt à la communauté d'agglomération Privas Centre Ardèche. On organise ce webinaire Qu'est-ce qu'une forêt et qui fait quoi en forêt dans le cadre de notre politique forestière et dans le cadre également d'un projet que l'on porte avec nos partenaires, le CNPF, les communes forestières, la Chambre d'agriculture et la SAFER, financé par la DRAF depuis 4 ans maintenant, qui vise à informer les propriétaires privés sur leur forêt et faciliter la gestion de la forestière. Et donc, à ce titre, ce webinaire vise à informer les propriétaires privés euh, sur la forêt. Et du coup, au programme de ce webinaire, on aura une description des acteurs forestiers, les droits et les devoirs des propriétaires privés forestiers, un état des lieux de la forêt sur le territoire de la CAPCA, des informations et quelques conseils pour gérer, vendre, échanger ou acheter de la forêt, et plus particulièrement un focus sur une forme de regroupement pour la forêt, qui est l'ASLGF, l'Association syndicale libre de gestion forestière. On aura également un témoignage d'un propriétaire adhérent de l'ASLGF et on finira par des questions-réponses. Et du coup, je laisse la parole à Olivier Nodo, qui est vice-président à la CAPCA en charge de l'agriculture, de la forêt et du développement rural. Merci. Oui, bonjour. C'est en effet pour nous un point important parce que la forêt, c'est souvent le parent pauvre des politiques publiques et en fait, il a un rôle crucial, que ce soit environnemental comme puits de carbone, que ce soit sécurité incendie et bien d'autres vertus. Et c'est pour ça qu'on a souhaité faire un focus sur la forêt. Les caractéristiques sur notre territoire, c'est qu'elle est très majoritairement privée et extrêmement morcelée. Donc, nos premières actions, elles visent à faire prendre conscience à tous que une des clés, avant même de pouvoir intenter des actions et construire une politique de territoire, c'est déjà de sensibiliser tous les propriétaires forestiers et d'arriver à faire le maximum d'associations pour que les gens puissent se regrouper, échanger, pour structurer un peu voilà le fil conducteur de l'action de l'agglomération sur la forêt. Ok, merci beaucoup Olivier. Je vais désormais passer la parole à Mathieu Soares, qui est chargé de mission aux communes forestières, pour commencer cette présentation. Eh bien, bonjour, bonsoir à toutes et tous. Alors, pour commencer, quand on parle de forêt, effectivement, comme le disaient les intervenants précédents, il faut d'abord savoir de quoi on parle. On a tous un regard différent, particulier, sensible sur la forêt. Et pour nous qui travaillons dans ce domaine forestier, on a besoin d'abord de la définir pour définir ce qui est une forêt et ce qui n'est pas une forêt. Alors, on s'appuie, il n'y a pas de définition officielle arrêtée, enfin, il n'y a pas de définition unique de la forêt plutôt. Mais il y a une définition administrative qui nous sert de base, nous, pour définir ce qu'est une forêt. C'est ce qui est travaillé, en tout cas, c'est ce qui est repéré, ce qui est défini par l'Institut national de l'information géographique et forestière, avant l'inventaire forestier, qui va analyser qu'est-ce qui est considéré comme une forêt ou non à l'échelle de notre territoire et qui recense l'ensemble des forêts. Et donc, pour recenser, il s'appuie sur une définition qui est ce que vous voyez à l'écran. Donc, on part d'une surface de 0,5 hectares, donc c'est 5000 m². Sur cette surface de 5000 m², il faut que vous ayez des arbres dessus, que ces arbres ils fassent 5 mètres à maturité, donc qu'ils soient, quand ils sont grands, qu'ils fassent au minimum 5 mètres d'eau, ce qui différencie d'un bosquet ou d'une haie. Ce qui différencie également d'une haie, c'est qu'il faut 20 mètres de largeur, c'est-à-dire qu'il faut quand même qu'il y ait un espace assez conséquent et que les feuillages de ces arbres recouvrent au moins 10% de la surface forestière. Alors ça, c'est la définition assez technique. Et derrière, on verra que sur la slide suivante, on a une définition qui est plus juridique, qui est une définition qui est très particulière à notre pays. C'est vraiment une définition qui est typiquement française. On a deux manières de définir la forêt dans la politique forestière. D'abord, c'est celle qui est définie par le Code forestier. Je vous ai mis l'article ici, qui dit, et c'est un article très important, qui dit « Les forêts, bois et arbres sont placés sous la sauvegarde de la nation, sans préjudice des titres, droits à usage collectif et particulier ». Et dans cette définition, on a toute la complexité
et toute la singularité de notre politique forestière, c'est qu'à la fois, il faut protéger la forêt, et donc il faut des politiques publiques qui protègent la forêt, et en même temps, M. Nodo le disait juste avant, cette forêt, elle est majoritairement privée, particulièrement sur la 4K, et donc il y a des droits, des usages collectifs et particuliers qui ont droit, qui ont cours sur ces forêts. Donc à la fois, comment on les définit, comment on les mesure, comment on les protège et comment on garantit à chaque propriétaire un certain droit. Et deuxième particularité française, au-delà de cette petite contradiction, mais qu'on arrive très très bien à articuler, et les collègues à côté de moi le font tous les jours au quotidien, on a une autre particularité de la forêt française qui est celle de remplir trois fonctions. Vous n'avez pas une forêt pour produire du bois, une forêt pour se balader et une forêt qui préserve la biodiversité. Une forêt, elle remplit ces trois fonctions à la fois. Elle absorbe du carbone, elle remplit des fonctions économiques, dont de produire du bois pour les besoins humains. Elle permet de se balader, de chasser, de ramasser des champignons. Elle permet de filtrer l'eau également. Et donc tout ça doit être construit sur une même forêt. On fait tout en même temps. Et ça, c'est vraiment une originalité de la forêt française. Et c'est ce qu'on essaye, nous, de préserver tous collectivement autour de cette table pour la politique forestière locale aussi. Alors, qui fait quoi en forêt? Parce que vous allez voir, on est plusieurs autour de la table, on est plusieurs acteurs, plusieurs structures. Souvent, on pense à la plus connue d'entre elles, c'est l'Office national des forêts, mais l'Office national des forêts, elle ne s'intéresse qu'à la forêt publique. Donc, la forêt qui est détenue par les collectivités locales, par les personnes publiques ou par l'État. On appelle ça forêt domaniale ou forêt communale. Et ça, ce sont des forêts qui sont publiques et qui sont propriétés soit de l'État, soit des collectivités. Et donc, dans ces forêts, la loi prévoit que c'est l'Office national des forêts, qui est un établissement public, qui rend un service de conseil et de gestion. Donc, c'est un gestionnaire obligatoire. C'est pour ça que quand vous voyez ces petites ces voitures vertes avec le logo NF ou ces agents forestiers-là, ils sont là pour assurer la gestion, la protection des forêts publiques. Ils ont d'autres fonctions, mais ce n'est pas forcément sur ce webinaire dont on en parlera. Forêt publique qui est minoritaire effectivement sur le territoire, donc la forêt privée. La forêt privée, vous vous rappelez juste avant de la définition légale et donc de comment on articule protection de la forêt et droits particuliers et droits des propriétaires. Et donc c'est là où je dirais, toute l'articulation et toute la subtilité se joue, c'est que vous avez en forêt privée, puisque vous êtes libre en tant que propriétaire de décider de vos choix de gestion, vous avez le choix pour la gestion, mais vous avez également un conseil qui est gratuit, qui dépend du service public, qui est assuré par le Centre national de la propriété forestière et sur notre territoire également par la Chambre d'agriculture, notamment pour ceux qui considèrent que les sylviculteurs sont des formes d'agriculture particulières. Donc ça, c'est ce que fait la forêt, c'est ce que font les structures pour la forêt privée. Et donc derrière, comme dans toutes les structures, comme dans toutes les fonctions, je dirais, agricoles, etc., vous avez également une représentation, je dirais, de type syndical, qui est assurée pour la forêt privée par le syndicat France-Sylva et pour les forêts des collectivités locales par les communes forestières pour lesquelles je travaille. Je vais laisser la parole à mes collègues du CNPF sur les obligations en forêt. Oui, donc bonjour, André Pasturel du CNPF, avec ma collègue Camille Géant du CNPF aussi. Au niveau forêt privée, il y a des obligations pour les forêts de plus ou moins 20 hectares par bloc de plus de 4 hectares additionné. S'il y a plus de 20 hectares, vous êtes soumis à plan simple de gestion obligatoire. C'est un document de gestion qui se fait sur 10 à 20 ans avec un programme de coupé de travaux. Et si vous êtes en dessous du seuil de 20 hectares, c'est soit un code de bonne pratique sylvicole qu'on appelle plus, c'est-à-dire avec lui aussi un programme de coupé de travaux, ou alors vous pouvez entre 10 et 20 hectares, vous pouvez faire un plan simple de gestion volontaire. Et après, entre 0 et 20, vous pouvez aussi adhérer à une coopérative avec un règlement type de gestion qui est fait par les différentes coopératives qui opèrent sur le territoire. Donc, au niveau forêt privée, c'est donc le CNPF qui est un établissement public gratuit à disposition de propriétaires privés. À la différence de l'ONF, qui est un établissement public à caractère commercial,
puisqu'ils font de la gestion. Donc, le principe de la forêt publique, c'est que par rapport au code forestier, comme vient de le dire Mathieu, les forêts publiques sont soumises au régime forestier, c'est-à-dire qu'ils sont obligés d'être gérés par l'Office national des forêts et qui rédige un document qui s'apparente au plan simple de gestion obligatoire de la forêt privée qui s'appelle un aménagement forestier. En fait, c'est pas le même nom, mais c'est le même principe. C'est donc un programme de coupe et de travaux sur une vingtaine d'années. Donc voilà pour les obligations en forêt publique ou privée. Alors, le vice-président Dodo vous parlait tout à l'heure de la forêt qui est majoritairement privée et qui est essentiellement morcelée. Donc, on va vous présenter deux ou trois cartes qui vont se suivre sur le territoire de la communauté d'agglomération. C'est à peu près 35 000 hectares, 36 000 hectares de surfaces qui sont boisées au sens de la définition qu'on vous a évoquée juste avant. À peu près 75 000 parcelles. Mais sur cette part de surface boisée, donc sur ces 35 000 hectares, vous avez 18 000 hectares qui sont effectivement déclarés comme étant boisés au cadastre, c'est-à-dire sur le document cadastre. Donc, c'est deux choses différentes que l'on a mis aujourd'hui. Ce que ça veut dire, c'est quoi? C'est que vous avez une forêt de la 4K sur deux qui est mal cadastrée, qui est considérée aujourd'hui comme espace agricole ou autre espace naturel, ce qui peut parfois nuire sur la bonne animation de la gestion forestière à l'échelle du territoire. C'est une réalité, ça veut dire qu'il y a une partie de ces forêts qui n'est pas forcément gérée au sens des obligations et des différents documents de gestion qui étaient évoqués au préalable, puisqu'on peut supposer que dans le cadre d'une gestion forestière, il y a une déclaration au cadastre qui est faite. Donc ça nous donne des indices sur les besoins en termes de gestion. Quand on parle de gestion, c'est une manière de choisir, de faire des choix sur sa forêt, de pouvoir avoir le maximum de liberté de choix sur sa forêt. Donc, ça repose sur une bonne déclaration au cadastre et une bonne identification de cette forêt. Donc, sur la diapositive suivante, vous avez là le morcellement qu'évoquait le vice-président juste avant. Donc, vous avez une carte à droite, plus c'est foncé, plus ce sont de petites propriétés forestières, plus c'est clair, plus ce sont de grosses propriétés forestières. Donc, on voit bien qu'on a toute une partie du territoire de l'agglomération qui est effectivement morcelée, c'est-à-dire ce sont des petites structures, des petites unités foncières forestières qui ne permettent pas de déployer toutes les possibilités de gestion sylvicole, de gestion forestière, telles qu'ils vous seront présentées juste après. Et donc vous voyez bien que ça a un impact effectivement sur la gestion, mais voilà, vous avez énormément de petits propriétaires, mais qui ne représentent pas une énorme surface, puisque vous avez 7500 propriétaires qui vont représenter 6% de la surface boisée, quand vous avez 200 propriétaires qui en représentent un quart. Ce qui est important à noter dans ces différents tableaux qui font beaucoup de chiffres effectivement à vous présenter, c'est que vous avez un seuil de surface forestière, donc vous avez des propriétaires qui possèdent entre 1 à 10 hectares, qui représentent quasiment près d'un gros tiers, voire la moitié des surfaces forestières de la 4K. Donc ce sont ces propriétaires-là qui aujourd'hui ne sont pas soumis à obligation, mais qui peuvent développer toute une politique, tout un tas de choix de gestion forestière, et qui peuvent en faire d'autant plus s'ils se regroupent, s'ils se font conseiller. Et c'est bien l'objet de notre webinaire de ce soir. Une dernière chose, là, on a fait un petit focus sur votre secteur. Donc ça, c'est le secteur dont on va parler tout au long de ce webinaire. Vous avez sur le territoire, donc sur les communes alentours de Châteauneuf-de-Vernoux, où nous sommes actuellement, vous avez 7500 hectares de forêt pour 1800 propriétaires avec quelques peuplements dominants qui sont évoqués ici, le châtaignier, le pin sylvestre, le douglas ou le chêne pubescent. Et vous avez sur cette carte, notamment à droite, un nouvel indice du morcellement. Vous voyez qu'on est quand même sur un secteur qui reste morcelé, mais peut-être un petit peu moins qu'à l'échelle de l'agglomération. Et donc j'en ai fini pour ma partie, je laisse la parole aux techniciens forestiers qui vont vous parler de gestion forestière. Donc en fait, la forêt elle peut se gérer de différentes manières, donc soit par régénération naturelle, donc on appelle ici évolution naturelle, c'est-à-dire qu'on laisse faire à la nature, mais d'une certaine façon, puisque
la nature, elle a besoin quand même d'aide. Donc, le but du forestier, même si on travaille en régénération naturelle, c'est de pouvoir permettre à la régénération de pouvoir se développer. Donc, ça permet d'avoir, le type de forêt où il y a le plus de biodiversité. Généralement, c'est des forêts qui sont largement moins sensibles au risque incendie. On évite de faire des sacrifices d'exploitabilité puisqu'on va couper les bois qui sont mûrs et laisser pousser les petits bois et les bois moyens pour qu'ils atteignent ce qu'on appelle la catégorie gros bois. Donc après, il y a le deuxième système, c'est entre guillemets la plantation de poireaux, c'est-à-dire le système régulier, c'est-à-dire on plante, on éclaircit plusieurs fois jusqu'à temps que les arbres soient mûrs et donc ils ont tous le même âge. Donc s'il n'y a pas de régénération naturelle, on passe en coupe rase et donc on repart sur une plantation et ainsi de suite. Donc c'est pour ça que c'est un rond qui représente puisque c'est une rotation. Donc on essaye d'améliorer les bois au fil des éclaircies pour améliorer la qualité. Ça permet d'avoir au moment de la coupe rase un important revenu, mais par contre, ça veut dire qu'une fois que la coupe rase est faite, il faut attendre la coupe d'après pour avoir de nouveau un revenu intéressant. Mais la première éclaircie, généralement, on essaye de faire ce qu'on appelle une opération blanche, c'est-à-dire d'équilibrer entre ce qu'on coupe et le coût des travaux. Après, les 2, 3, 4 éclaircies qui suivent derrière, on a quand même un revenu, même s'il est moyen. Et la coupe rase, donc, c'est le jackpot, mais avec un investissement derrière, puisqu'il faut replanter. Donc, une plantation, pour avoir une idée, ça coûte entre 3 500 et 4 000 euros l'hectare. Donc, en fonction des types de peuplement, ça peut être, la coupe peut à peine couvrir des fois les frais de plantation. Après, quand on est sur des plantations type Douglas, on a des revenus entre 15 et 20 000 euros l'hectare, donc ça couvre largement les frais de plantation avec en même temps un bénéfice pour le propriétaire. Donc pour la génération qui procède à la coupe définitive, sachant que généralement c'est le père ou le grand-père qui a planté et que c'est les petits-enfants qui récoltent le melon. Et puis le troisième système, c'est le système irrégulier. Donc là, ben voilà, c'est un peu comme le premier. C'est en fait, on est vraiment en mode où on a tout. On a des petits, des moyens, des gros, des très très gros. Donc ben, on travaille au profit de tout. Donc on fait des coupes dans tous les types de diamètres pour pouvoir permettre à la régénération de s'installer et de monter. Donc il n'y a jamais de coupe rase. Le mélange, ça permet une meilleure résilience puisque ça peut être un mélange feuillu résineux. Donc s'il y a une attaque parasitaire sur une essence, les autres essences ne sont pas attaquées. Donc les revenus sont plus petits que la coupe rase, mais par contre, ils sont réguliers. On va avoir des revenus tous les 5 à 7 ans. En moyenne, c'est tous les 6 ans. On fait des coupes irréguliers. Donc, on a un petit revenu, mais tous les 6 ans, on a quelque chose et on n'a jamais le trou entre la coupe, la plantation et la coupe rase. Donc, comme c'est des coupes qui vont générer un volume hectare qui n'est pas très important, ça nécessite d'avoir une certaine surface ou de se regrouper pour pouvoir intéresser un acheteur. Allez. Donc, comment on estime la valeur de sa forêt? Donc, en fait, il faut distinguer deux choses, le fond, c'est-à-dire le sol, et puis ce qu'il y a au-dessus. Donc, en fait, le fond, très honnêtement, si vous voulez vendre une parcelle où vous avez fait une coupe définitive, ça vaut pas grand-chose, c'est-à-dire entre 300 et 500 euros l'hectare, puisque c'est au propriétaire qui va racheter d'investir dans les 3 500 ou 4 000 euros l'hectare de plantation, puisque la plantation est obligatoire à partir d'un seuil de coupe de 1 hectare et demande une autorisation de l'État si on n'a pas
les fameux documents de gestion dont je parlais dans la première diapo que j'ai commentée. Il faut une autorisation de l'État, donc de la direction départementale des territoires, pour les coupes de plus de 50% du volume sur plus de 4 hectares. Et puis après, ben, il y a évidemment ce qu'il y a dessus, donc ce qu'on appelle la superficie, mais en fait c'est la surface, moi j'aurais tendance à dire, c'est-à-dire savoir si c'est du résineux, si c'est du feuillu, si c'est accessible, si c'est plat, si c'est en pente à 70%. Donc tout ça, ça va définir une somme qui va varier entre 800 à 10, 12, 15 000 euros l'hectare en fonction des essences et de l'accessibilité et de plein de choses. Donc, faire une estimation quand on m'appelle le lundi matin, puisque je fais une permanence le lundi matin, quand on m'appelle pour me dire combien ça vaut ma parcelle, déjà, le propriétaire, il faut qu'il sache ce qu'il a sur sa parcelle. Quand je leur dis c'est accessible, ils me disent ouais, il y a un sentier, ben, c'est accessible pour les sangliers, mais pas pour exploiter. Donc en fait, on est obligé d'aller sur le terrain pour pouvoir vous donner un conseil cohérent. Sur quelques références locales, justement, en complément de ce qu'évoquait Bruno, on a fait faire une étude par la SAFER, notamment à partir des différentes ventes forestières qui ont été réalisées sur le secteur entre 2016 et 2021. Alors, il faut être extrêmement prudent sur ces chiffres parce que vous avez de tout dedans, effectivement, comme le disait Bruno, à la fois des surfaces forestières sur lesquelles vous n'avez pas grand-chose ou sur lesquelles ce n'est pas accessible, et au contraire, des surfaces qui vont être extrêmement, être vendues beaucoup plus cher parce que beaucoup mieux desservies, plus accessibles, avec un peuplement qui a été traité avec beaucoup plus de finesse et beaucoup plus dans le temps. Ce qu'il faut retenir, c'est que vous êtes à peu près sur un prix moyen dans le forestier qui est aux alentours de 3 300 euros à l'hectare, mais peut-être plus intéressant encore, on a des prix plus élevés sur le secteur par rapport à la moyenne intercommunale, peut-être aussi parce qu'il y a des traces de gestion et en tout cas une activité forestière plus importante sur le territoire que dans d'autres secteurs et du département et de la 4K. Donc c'est plutôt ça qu'on voulait évoquer avec vous en vous présentant ces indices des prix. D'abord pour vous dire, soyez prudents quand on estime sa valeur forestière. Il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de chiffre unique pour définir cette valeur. Mais surtout, la gestion, l'équipement de votre massif et la bonne gestion d'une forêt va mécaniquement faire augmenter sa valeur. Là, du coup, on va passer à la partie d'achat, de vente et de propositions pour se regrouper en tant que propriétaire forestier afin de valoriser son bien. On va passer la parole à Monsieur Ducambière pour présenter l'ASLJF. Oui, bonjour, je suis Arnaud Cambière, président de l'association syndicale libre de gestion forestière du Pays de Vernoux. Pays de Vernoux, on est sur 10 communes. 7 communes du périmètre de la communauté d'Agglo, Privas-en-Ardèche, mais également Alboussière, Boffre, sur la communauté de communes de Rhône-Crussol, et puis Saint-Barthélemy-Grozon, du Pays de la Mastre. Une ASLGF, qu'est-ce que c'est? En fait, aujourd'hui, c'est une solution qui est véritablement proposée de manière très opérationnelle aux petits propriétaires fonciers. On a vu tout à l'heure avec notamment Mathieu Soares et Bruno Pasturel le morcellement de cette forêt. Si on veut que véritablement elle puisse jouer à la fois son rôle économique, environnemental, sociétal, et ben, il faut agir, il faut savoir engager des travaux sylvicoles. Et comment faire, effectivement, quand on est tout petit, face à 1 ou 2 hectares, 5 ou 10, voire au-delà, même une vingtaine d'hectares et peut-être un petit peu plus. Eh bien, une des solutions qui est proposée, qui est sur la table et qui est aujourd'hui active sur ces 10 communes, Vernoux, Châteauneuf, Saint-Apollinaire, Sillac, Saint-Jean-Chambre, Saint-Apollinaire de Ria, Saint-Julien-le-Roux, et donc Boffre, Alboussière et Saint-Barthélemy-Grozon. Une des solutions, c'est d'adhérer effectivement à cette association syndicale libre de gestion forestière. C'est une personne morale de droit privé
formée par consentement unanime des propriétaires. Elle a été créée en 2016. Aujourd'hui, nous sommes une trentaine pour 480 hectares. Notre objectif, c'est d'entretenir la forêt avec une sylviculture durable. Si on reprend ce que nous a exposé Bruno, c'est de travailler sur notamment des coupes d'amélioration qui permettent véritablement d'avoir un revenu régulier et de travailler véritablement au bénéfice des arbres d'avenir. Donc, entretenir la forêt en assurant une sylviculture durable, se regrouper de façon à pouvoir mutualiser les moyens des coupes, des travaux, du stockage, vendre des lots de manière plus opportune, des lots plus importants, donc mieux rémunérés. Nous sommes accompagnés par des professionnels. Notre premier accompagnateur, c'est le CRPF, le Centre régional de la propriété foncière, avec Bruno, avec Camille, ici, tous les deux ici présents, mais également dans le soutien des communes forestières. Nous agissons et nous nous appuyons véritablement sur le plan d'appui à la filière bois du département et de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et je vais vous dire quelque chose alors qui me paraît le plus important, le message vraiment que je délivre vraiment aujourd'hui. Aujourd'hui, nous étions en Assemblée générale, cacher des choses, et on a fait le point. On est passé aujourd'hui d'une trentaine d'adhérents à 5 adhérents nouveaux. Et donc, nous avons décidé aujourd'hui à l'Assemblée générale de lancer un avenant à notre plan simple de gestion. Plan simple de gestion, Bruno vous l'a expliqué, c'est la manière effectivement de s'organiser pour pouvoir mener cette sylviculture durable. C'est aussi l'outil qui va nous permettre d'aller rechercher l'appui des collectivités territoriales et singulièrement du département de l'Ardèche pour équilibrer des opérations qui au départ sont assez lourdes financièrement. On peut arriver avec le PSG à avoir 80% de subvention sur le financement des coupes d'amélioration. Et nous avons décidé aujourd'hui de lancer un avenant. Donc d'ici le 15 avril 2025, nous pourrons, si vous le souhaitez, si vous êtes propriétaire forestier sur le périmètre du pays de Vernoux, vous pouvez nous rejoindre pour travailler cet objectif voilà, qui véritablement correspond à un enjeu à la fois économique et sociétal, nous rejoindre pour faire cet avenant qui permettra sur le pays de Vernoux d'avoir de belles forêts pour nos enfants, pour l'ensemble de la filière aussi, puisque, comme je l'ai dit, il y a des enjeux économiques importants. Merci beaucoup, Monsieur de Cambière. On vous propose maintenant d'entendre le témoignage d'un propriétaire forestier adhérent de la SNGF, Monsieur Alibert. Oui, bonjour, donc Christian Alibert, bonjour à tout le monde. Voilà, je fais partie des membres fondateurs de la SGF, car j'ai hérité de mon père de parcelles de bois au Serre-de-la-Roue. Des parcelles de bois, puisque tous les propriétaires, toutes les fermes possédaient un petit morceau de bois au Serre-de-la-Roue. Et c'est des propriétés qui sont très morcelées. Et c'est vrai que je me suis vite heurté à la gestion, parce qu'à part prélever un peu de bois de chauffage, c'est tout ce que je pouvais faire. Je ne sais pas quel bois je pouvais exploiter, je ne sais pas quelle variété pouvait être intéressante. Donc là, je me suis rapproché tout de suite de la SGF, qui a établi donc un diagnostic de ma propriété. Alors, c'est vrai que ce forêt n'ayant jamais été exploité et entretenu, il a été préconisé de couper tous les bois et de replanter des espèces. Donc, il a été replanté une dizaine d'espèces qui correspondent donc au climat actuel. Donc, il y a des pins de céphalonies, des séquoias, je ne connais même pas tous les noms, des pins Salzman, des pins verts, des Douglas, des pins Laricio. Et c'est vrai que je ne peux que me louer, moi, des services de la SNGF, puisqu'ils sont occupés de tout, de la coupe, de la vente et de replanter. J'ai bénéficié de subventions dans le cadre de la SGF du département, de la région et également des fonds verts dans le cadre de la mise carbone. C'est vrai qu'il y a un investissement financier à faire,
Mais au vu de ce que je vais pouvoir transmettre à mes enfants, c'est-à-dire une forêt équilibrée, en pleine forme, et qui permettra des revenus futurs, moi, je ne peux que conseiller à tout le monde de rejoindre cette association. Parce que tout seul, je n'aurais pas été capable de vendre le bois. Je ne sais pas comment je pouvais l'estimer. Trouver des personnes pour l'exploiter, trouver des personnes pour le transporter. Voilà, dans le cadre de la SGF, tout m'a été amené. Merci beaucoup pour le témoignage. Et du coup, ben, je vous propose de passer aux questions-réponses dans l'assistance pour qu'on vous y réponde. Je vais débloquer vos micros pour que vous puissiez nous poser des questions. Je ne sais pas. Donc, Monsieur Chapelle, vous vouliez poser une question? Oui, j'en ai plusieurs, mais j'ai déjà posé la première. Je cherche. N'hésitez pas. Voilà, j'ai entendu des choses intéressantes. Moi, qu'est-ce que c'est qu'un bois de qualité? Voilà, la première question que j'ai entendue, c'est qu'est-ce que vous définissez comme bois de qualité? Qu'est-ce qu'un bois de qualité? Voilà. Il n'y a pas. Ils sont tous de qualité, mais d'une qualité plus ou moins intéressante économiquement parlant. Il y a la qualité bois de chauffage, bois énergie, bois de trituration, donc c'est ce qui ramène le plus faible revenu. Après, il y a la qualité palette, après, il y a la qualité emballage, après, il y a la qualité petite charpente, moyenne charpente, grosse charpente. Je vous le fais dans l'ordre de plus ça va, plus c'est cher. Et puis après, le bois de qualité menuiserie. Mais on ne peut pas faire du qualité menuiserie dans tous les types de peuplement. On peut essayer de se rapprocher de la palette ou de la charpente, mais dans certains cas, on peut s'arrêter qu'à la palette ou à l'emballage, parce qu'il y a trop de courbes, ainsi de suite, donc on ne peut pas le passer en qualité charpente. C'est le cas, par exemple, pour certains peuplements de pin sylvestre. Par contre, effectivement, dans du taillis de châtaignier, on peut avoir à la fois du bois de chauffage et du bois de menuiserie. Dans du taillis de chêne, ici, avec les chênes qu'on a nous, qui poussent localement sur le secteur de Vernou, on n'aura que du bois de chauffage. Pour le châtaignier, on peut rajouter aussi tout ce qui est piqué. Donc en fait, on ne peut pas dire qu'il y a une qualité de bois, il y a des qualités de bois qui sont plus ou moins rémunératrices pour le propriétaire, mais c'est un peu comme dans le cochon, dans le bois, tout est bon. Donc il y a toujours moyen d'utiliser un morceau de bois d'une façon ou d'une autre. Oui, mais voilà, ce que j'ai entendu, ce qui m'a un peu interpellé, c'est je continue dans mes questions, je ne sais pas, moi, il y a peut-être d'autres personnes qui veulent poser des questions, mais ce qui m'a, faisant suite à ça, suite au témoignage de M. Alibert, qui parle du repeuplement de son terrain, qui a été fait à base de, alors j'entendais des mots de séquoia, de pin de je ne sais pas d'où. Moi, sur ma parcelle, ce qui pousse naturellement, c'est du châtaignier aujourd'hui. Donc, je suis un peu surpris. Oui, mais c'est absolument pas un problème d'avoir du châtaignier. Dans la mesure en plus, j'ai visité vos parcelles, donc Oui. c'est des bois qui sont pour moi de qualité, donc il y a moyen de les améliorer et justement d'avoir une proportion de menuiserie, comme on a dit tout à l'heure en assemblée générale, puisque vous y participiez. Comme Nicolas Bonneret, le gestionnaire de la SLGF, l'a dit, même si c'est pas un gros pourcentage en volume, c'est un gros pourcentage en recette de la coupe. Donc, le but, c'est d'améliorer au maximum pour arriver vers une qualité de menuiserie la plus importante. Mais par contre, effectivement, il y a des tailles de châtaigniers qui sont peu poussants parce que sur des versants sud, sur des versants ouest, où on peut avoir des problèmes sanitaires, que ce soit de l'endossia ou de l'encre, où on ne fera jamais autre chose que du bois de chauffage ou du piquet. Et ça, ce n'est pas le propriétaire qui le décide, c'est le terrain. Donc, il
il n'y a pas de miracle en forêt. C'est un bon terrain, il y aura des arbres qui seront bienvenants. Un mauvais terrain, il y aura toujours des arbres qui seront toujours moches. C'est malheureux, mais c'est une constante. D'accord. Bah écoutez, moi c'était surtout ça. Après, donc j'ai entendu à l'Assemblée générale, on a évoqué un peu le problème. Le plan de gestion qui va être établi, effectivement, il est rémunéré via des subventions, si j'ai bien compris, c'est cela? C'est ça. Ouais. Et il reste une part qui est due, qui est à la charge du propriétaire, c'est ça? C'est ça, qui est à la charge au prorata de la surface, peu importe le type de peuplement sur le terrain. Quel que soit le type de peuplement, Voilà, que vous ayez un taillis de chêne de châtaignier ou des Douglas de 50 ans, vous aurez le même, votre quote-part pour le plan simple de gestion sera au prorata de la surface. D'accord. Et vous avez un ordre de grandeur à me communiquer? Tant qu'on n'a pas le devis de Nicolas Monnet, je peux pas vous dire. Je peux pas vous dire. Et après, et en plus, il faut que j'appelle le département pour savoir jusqu'à combien ils peuvent monter en aide. Donc là, j'ai deux points d'interrogation dans la mesure où j'ai pas le budget départemental qu'on peut débloquer et j'ai pas le devis encore de l'expert puisqu'on lui a proposé de faire un devis il y a 2 heures. Donc, Oui, non, mais je comprends bien. je ne peux pas le faire de suite. Et Enfin, ce qu'on sait, c'est que. excusez-moi, continuez. Ce qu'on sait, à l'issue de l'Assemblée générale, c'est qu'on va pouvoir travailler à minima sur une surface de 70 hectares supplémentaires, donc qui va s'ajouter au plan de simple de gestion actuel qui réunit les adhérents initiaux de la SLGF. Et à l'issue de ce webinaire et des quelques semaines qui vont s'écouler, donc jusqu'à Pâques, voilà, on peut effectivement avoir un complément d'autres propriétaires du plateau de Vernoux qui souhaiteraient nous rejoindre. Voilà, donc le point de base, c'est qu'on est sûr de pouvoir engager aujourd'hui, en 2025, avant l'été 2025, la rédaction d'un plan simple de gestion. On se donne d'un avenant, au plan simple de gestion. On se donne en gros jusqu'à Pâques pour regarder s'il y a d'autres adhérents, d'autres propriétaires fonciers qui veulent nous rejoindre. Dans ce cas-là, peut-être on sera plus proche de la centaine d'hectares, voire au-delà. Mais en tous les cas, ce que l'on sait, c'est que l'objectif qu'on se donne, c'est d'arriver en fin d'année à avoir mis en place cet outil et pouvoir véritablement être en situation d'action opérationnelle sur vos parcelles dès 2026-2027. D'accord. Le plan de gestion, c'est Nicolas Monnet qui l'établit avec le propriétaire, c'est ça? C'est ça. C'est ça, en fait, pour chaque propriétaire, dans l'avenant ou même dans le PLG initial, dans le plan simple de gestion initial, il y a une fiche par propriétaire signée par le propriétaire avec donc l'accord du propriétaire sur le programme de coupé de travaux. Donc c'est le propriétaire qui décide s'il est d'accord avec ce qui est proposé par le rédacteur du document. Et s'il n'est pas d'accord avec le rédacteur, c'est le rédacteur qui va faire les modifications pour suivre le désir du propriétaire. C'est pas le rédacteur qui va imposer un type de gestion au propriétaire. C'est une discussion entre propriétaire et rédacteur. Donc, on peut avoir j'imagine, des taux de prélèvement plus ou moins importants ou des. Enfin, je vois pas en quoi quelle est la liberté qu'a le propriétaire sur le plan de gestion. Voilà, c'est un peu ça ma question. Ben, ça dépend si vous faites comme j'ai commenté la première diapo sur laquelle j'ai pris la parole. En fonction du type de
en fonction du type de gestion que vous allez mettre en place, si c'est du taillis, si c'est de l'irrégulier, si c'est du régulier, ainsi de suite. C'est encadré par un document qui est signé par le ministère de l'Agriculture à chaque grande région administrative, donc nous, Auvergne-Rhône-Alpes, en l'occurrence, qui s'appelle le schéma régional de gestion sylvicole. Et donc là, c'est le garde-fou pour quand on rédige ce type de document. Il y a des fourchettes, on ne peut pas aller en dessous ou au-dessus d'un certain pourcentage de prélèvement, on ne peut pas aller en dessous ou au-dessus d'un certain diamètre, ce qu'on appelle le diamètre d'exploitabilité, c'est-à-dire le diamètre où on fait, par exemple, une coupe définitive. Donc tout ça est très, très, très encadré. C'est un document qui prend énormément de temps à être rédigé, qui est rédigé à peu près tous les 20 à 30 ans. Et donc, qui définit vraiment tout ce qu'on a le droit ou pas le droit de faire, sauf si c'est justifié du fait du climat, du fait du manque de sol, ainsi de suite. Mais il faut tout justifier, si ça ne rentre pas dans ce cadre-là. Donc, en fait, il y a quand même un garde-fou on peut pas dire je vais faire une éclaircie à 70% du volume, ça sera refusé. D'accord. Par contre, si vous faites une coupe rase à 100%, vous faites une coupe rase dans la mesure où vous vous engagez à ce que vous reboisiez ou que si c'est du taillis, que le taillis ait la possibilité de repartir tout seul. Je crois qu'on a donné un exemple tout à l'heure quand on était en Assemblée générale, on a fait le point sur notre activité au cours des 5 dernières années par rapport aux 480 hectares du plan simple de gestion existant, 140 hectares traités. Il y a eu 31 coupes, dont 2 coupes rases. Donc ça vient, et tout à l'heure, notre adhérent Christian Albert a donné effectivement l'indication sur une des parcelles qu'il a traitées pour des raisons particulières. Il y a eu effectivement une coupe suivie de replantation. Donc c'est véritablement s'adapter à la situation de chaque parcelle en faisant référence effectivement à ce cadre général du plan sylvicole de la région Rhône-Alpes. Quand je signe le plan de gestion, parce qu'au final, c'est bien moi le propriétaire qui vais le signer. Tout à fait. D'accord. Donc, quand je vais le signer, je m'engage pour combien de temps dans cette histoire-là? Jusqu'à la fin de la durée du plan qui est 2037. 2037, c'est bien ce que j'avais cru comprendre. Voilà. Donc, je suis donc, voilà. Et oui, voilà, c'est ça, sachant que c'est un plan qui a été fait sur 20 ans, mais on ne change pas, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, on ne change pas la durée finale, elle reste en 2037. D'accord. Écoutez, moi, c'est Est-ce qu'il y a des questions d'autres personnes présentes sur cette vidéo? Oui, monsieur Desbruys. Oui, bonjour à tous. Excusez-moi, je suis arrivé un peu en retard, j'ai raté le démarrage. Donc moi, je suis à l'extrême ouest du périmètre. J'ai juste un petit hectare de forêt depuis pas longtemps, complètement à l'ouest, donc au-dessus de la Croix du Loup là. J'avais croisé d'ailleurs certains d'entre vous lors d'une petite rencontre qui avait eu lieu dans le coin. Depuis, je suis pas inscrit dans l'association, mais pourquoi pas en fait. Je n'ai pas fait la démarche. Moi, je suis intéressé déjà par la dynamique collective qui se met en place, parce que voilà, c'est toujours intéressant qu'il y ait du collectif pour mutualiser les énergies, et d'autant plus qu'effectivement le principal souci quand même de la gestion forestière sur nos territoires, c'est le morcellement, donc on ne peut pas faire grand-chose quand on est un peu tout seul. Voilà, donc du coup, ça c'est juste mon centre d'intérêt. Bon, j'aime bien le beau bois, comme vous voyez, on aime bien faire des choses en châtaignier local, utilitaire et belle. Et après, voilà, je peux être intéressé pour que Bruno passe sur le site pour voir qu'est-ce qu'on peut y faire, comment on peut le gérer effectivement, et au mieux pour la suite, quoi, même si c'est un petit territoire. Voilà, donc je sais pas. Il n'y a pas pour des visites conseils, qu'on soit bien clair, il n'y a aucune limite de surface, que vous ayez un demi-hectare ou un quart d'hectare
ou 150 hectares, moi, je me déplace de la même façon. Après, ça prend pas le même temps de visite, mais il n'y a pas, il y a pas de coup près de dire je ne me déplace pas s'il n'y a pas au moins 5 hectares ou 10 hectares. Non, non, ça, c'est pas comme ça que fonctionne au CNPF. Donc, moi, il suffit juste de m'appeler le lundi matin et de qu'on prenne rendez-vous sur un jour qui me convient à tous les deux. C'est pas compliqué du tout. Vous aviez tout à l'heure sur un slide, je ne sais pas si tu peux le remettre, Léa, mes coordonnées. C'est je les ai prises, c'est bon. C'est bon? Ouais. C'est bon, C'est c'est bon. après que ça parle. Ok. Donc voilà, donc c'est ça on va y arriver. Là, stop, elle faut feu. C'est bon, monsieur. Donc voilà, il suffit de m'appeler sur mon portable un lundi matin. Le lundi matin, vous êtes sûr de m'attraper au bureau. Donc avec mon agenda à côté, quand vous m'appelez dans la semaine, c'est bien, je suis au milieu des bois, l'agenda est dans la voiture et je risque pas de vous dire quand est-ce que je suis parce que je n'apprends pas mon agenda par cœur. Et comme je travaille à l'ancienne, je n'ai pas d'agenda sur mon téléphone portable. Donc, moi, c'est un agenda papier. Papier, voilà. Voilà. Ok. Ouais, puis en ce qui concerne l'adhésion, je ne sais pas, il faudrait me faire passer un petit truc. Et puis, voilà, le mieux, ce serait peut-être quand même d'adhérer. Après, vous avez mon mail. bruno.pasturel@clpf.fr. Il suffit de m'envoyer un mail. Moi, je vous envoie le bulletin d'adhésion, les statuts et tout le tralala. Comme ça, vous avez tous les éléments. Voilà, et moi, je peux que vous inviter à faire ça d'ici le 15 avril 2025, puisque comme vous l'avez compris, on a essayé de faire un plan d'action jusqu'à la fin de l'année. On sait que les temps de décision, enfin les temps de mise en œuvre des décisions par les collectivités territoriales sont longues. Et l'objectif, c'est d'avoir effectivement cet avenant d'ici la fin de l'année pour que l'action qu'attendent les propriétaires forestiers, elles puissent démarrer dès 2026-27. Et pour ça, il faut avoir fabriqué et réglé tous les sujets du PSG, cet avenant, d'ici la fin de l'année. Donc, on a fixé une date et comme ça, c'est clair pour chacun et on sera très heureux d'accueillir les nouveaux membres qui ont envie de partager la dynamique de la SLGF dans notre ensemble d'adhérents. Ok. Ok, ce sera fait dans 2 minutes. Est-ce qu'il y a d'autres questions des personnes présentes? S'il n'y a pas d'autres questions, ouais, on clôturer moi, le je vais vous en poser une dernière. Allez, la dernière pour la route. La dernière pour la route. En fait, c'est ma sœur qui est aussi, puisque les terres qui sont concernées dans mon cas sont en indivision avec ma sœur. Et elle souhaiterait, elle, pouvoir récupérer du bois pour son chauffage. Donc, est-ce que le fait que j'adhère le fait d'adhérer à l'association nous laisse quand même la liberté de prélever nous-mêmes du bois sur nos terres? Bien sûr que oui, il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Le tout, c'est de le spécifier au rédacteur du plan de gestion et en disant que chaque année, vous ferez des coupes de bois en autoconsommation. C'est stipulé dans le document et comme ça, c'est acté et vous les faites quand vous voulez. Et comme, j'allais dire comme un grand garçon, mais pour votre sœur, ça va être compliqué, mais comme une grande fille. Voilà. Mais, pas grande, 50. Non, mais ça ne pose aucun problème technique et ni juridique. Il n'y a aucun problème. Et le fait qu'il y ait une chasse gardée sur le terrain, ça pose problème? Aucun problème. Même si on fait une coupe rase? Ah ben oui, puisque c'est une chasse. La chasse, ça n'interdit pas les coupes ni d'éclaircies, ni les coupes rases. La chasse, c'est la chasse. C'est avec un fusil et il faut trouver des sangliers, des chevreuils, mais on ne cherche pas les larves. Ça marche. Donc voilà, c'est tout. Pour moi, du coup, ça semble assez clair.
Merci. Merci. Merci à vous, merci d'avoir été présent. Du coup, pour vous dire que ce webinaire sera disponible en ligne sur le site de la CAPCA et sur le site des communes forestières à réécouter, que vous pouvez donc contacter le CNPF pour tout renseignement sur la SNGF. Je ne sais pas, Olivier, si tu veux clore le webinaire. Non, mais merci beaucoup aux intervenants. Je pense que c'était assez clair et concis. Et puis, merci aux propriétaires fonciers qui ont participé. Et merci aussi de faire passer le message autour de vous parce qu'on a vraiment besoin d'arriver à structurer la forêt si on veut mener des projets ambitieux sur la forêt, sur notre territoire. Donc, merci de la participation et merci de faire passer le message autour de vous.